Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La nature africaine appartient-elle aux Africains? Le continent en a-t-il vraiment fini avec le colonialisme vert qui s'est imposé juste après les indépendances, soit dans les années 50 à 70? Eh bien, notre invité en doute. Guillaume Blanc est l'historien de l'environnement, maître de conférences à l'université Rennes 2 et auteur d'un livre qui vient de paraître intitulé « La nature des hommes », sous-titré « Une mission écologique pour sauver l'Afrique, sauver entre guillemets ». Un ouvrage publié aux éditions La Découverte. Bonjour Guillaume Blanc. Bonjour. Allez, pour répondre rapidement à ma question, la nature africaine appartient-elle aux Africains? Je vous dirais oui, elle appartient aux dirigeants africains, elle appartient aux entrepreneurs en tourisme africain. Et pour les paysans africains, disons que c'est surtout le fardeau de la protéger qui leur appartient. Alors, dans votre livre, c'est un petit peu cette histoire de la manière dont on est passé des colonies aux ex-colonies et la manière dont les ex-colons ont gardé la main dans les années 50-70 sur la nature africaine. Tout part d'une conférence d'Arusha en 1961. Il se passe quoi? Alors, en fait, les décolonisations débutent et c'est le lancement par l'UICN et l'UNESCO du projet spécial... L'UICN, c'est Union internationale pour la conservation de la nature. C'est la plus grande ONG au monde. Et en fait, ils lancent ce qu'ils appellent le projet spécial africain. Le but est que la fin de la colonisation ne signe pas la fin des parcs naturels. Et pour ça, je vous cite leurs archives, ils disent eux-mêmes, on va envoyer des experts, aider les gouvernements africains à s'aider eux-mêmes. Et c'est comme ça que d'administrateurs coloniaux, eh bien, beaucoup vont devenir experts internationaux, mais vont tout simplement rester en Afrique. Alors, qui sont ces gens? On a d'abord, il y a 4 acteurs, et vous y consacrez chacun un chapitre. Les premiers acteurs sont donc les experts, que vous appelez les experts gentlemen. Pourquoi? Alors en fait, ce sont des grands experts qu'on voit circuler dans des conférences qui bien souvent ils organisent eux-mêmes. On les voit à Paris, à New York, à Londres, à Rome. Et ils sont saisis d'une angoisse véritable, très sincère. C'est la bombe P, la bombe population. Pour eux, un tiers-monde maintenant libéré est surpeuplé et va détruire la nature. Et ils se disent que là où on peut encore agir, c'est en Afrique. Et donc, alors, ils sont vraiment sincères. Ils vont dépolitiser. Des scientifiques plutôt. Des scientifiques, c'est Julian Huxley qui est un humaniste, c'est Edgar Worthington qui est un écologue, un ornithologue comme Max Nicholson qui va dessiner le WWF, le panda. Et en fait, ils vont vraiment se dire, on va travailler avec les Africains, oui, mais en revanche, ils ont une idée, une obsession de se dire, et là j'ai fait exprès de vous amener quand même une phrase, sur la surpopulation, je vous cite l'UICN en 65, explosion démographique, 2 points. Un des plus vieux habitants du Kenya, Mzee Atambamala, est mort à l'âge de 140 ans dans le district de Kakamega. Il avait 10 femmes qui eurent 103 enfants, dont 87 fils maintenant mariés. Ah oui, une projection... Voilà, c'est une aberration néo-malthusienne, mais ils y croient et ils vont donc tout faire pour vider la nature des habitants parce qu'ils se disent, si on les laisse, la nature va disparaître. Plutôt des anglo-saxons. Dans votre livre, il y a très peu de francophones. Il y a Monod, Verschuren, le belge, mais c'est plutôt des anglo-saxons. Oui, en fait, c'est vraiment l'Afrique de l'Est britannique que ces grands écologues appelaient eux-mêmes la citadelle de la nature africaine. Et en fait, ce sont les anciennes colonies britanniques, Kenya, Tanzanie, etc. Il n'y avait pas ça chez les Français? Chez les Français, on est plus en Afrique de l'Ouest. Il y a la même chose, oui, mais les Français vont moins avoir cette tradition de protéger. Les Français vont plus essayer d'exploiter la forêt, les arachides, le coton, etc. Deuxième acteur, les agents coloniaux reconvertis en experts internationaux. C'est qui eux là? Alors eux, en fait, c'est tout simplement des colons qui sont arrivés en Afrique de l'Est, on va dire, dans les années 40. Et en fait, ils ont été rangers, gardes de parc. Et au moment des décolonisations, ils veulent continuer tout simplement à sauver la nature. Et on voit qu'il y a 2 choses chez eux. À la fois, la persistance du mythe de la dégradation. Un exemple, ils ont un chiffre, 75% des animaux auraient disparu dans les parcs d'Afrique de l'Est. Aucune espèce citée, aucun territoire mentionné, identifié, mais ils en sont persuadés et donc ils expulsent, ils violentent les populations. Et puis dans les années 60, ils deviennent conseillers.
Et là, c'est là où on voit la folie naturaliste, ce rêve d'Afrique qui les anime. Eh bien, ils se disent que puisque l'Afrique doit être un continent animal, ils vont remplacer dans l'alimentation des Africains les chèvres, les moutons, les zébus, par des zèbres, des hippopotames et des éléphants qui se mettent véritablement à cultiver. Ah oui. Et donc, ils vont abattre 1000 éléphants par an au Queen Elizabeth, des hippopotames, et ils vont essayer de nourrir les Africains avec ça, sauf que ça ne marchera pas puisqu'ils leur interdisent en même temps de chasser, donc les Africains vont refuser. Troisième acteur, les chefs d'État africains issus de la décolonisation. Voilà, donc là, c'est Julius Nyerere, c'est Jomo Kenyatta. Alors, d'un premier abord, on pourrait se dire, c'est vrai qu'ils sont dans une dépendance totale. Le quotidien d'un gestionnaire africain de la nature dans les années 60, c'est demander de l'aide toute la journée à la FAO, au WWF, à la Rockefeller Foundation. Donc oui, perte de souveraineté, c'est vrai. Mais quand on voit ensuite, par exemple, Julius Nyerere... Du Tanzanie, lui. Voilà, Tanzanie, Ouais. qu'il met en place une diplomatie de la faune. C'est-à-dire qu'il va envoyer, par exemple, à l'Expo universelle du Japon en 70, des léopards, qu'il va baptiser notamment un Uhuru en Swahili pour liberté, pour légitimer l'État tanzanien et faire revenir de l'argent et puis une reconnaissance internationale. Parce que qu'est-ce que Nyerere, comme tous les autres chefs d'État africains, partagent avec les prédécesseurs britanniques? C'est une phrase de Nyerere: le paternalisme vis-à-vis des paysans, en disant s'ils ne savent pas agir pour leur bien-être, on les contraindra. Quatrième acteur, ces paysans, ces populations autochtones qui sont violentées pour une partie d'entre Eh bien, c'est pour ça que j'ai essayé de faire le livre avec ces 4 chapitres pour redonner une voix aux 4 groupes qui portent ce projet spécial. Les paysans, la plupart, ils tombent dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils sont privés de leurs moyens de subsistance, plus de pastoralisme, donc l'élevage autorisé. Ils sont privés de leurs maisons qui sont brûlées, incendiées. Ils sont privés de leur dignité. Au nom de la constitution d'un parc. Au nom de la constitution d'un parc et de la préservation. Ouais. Après, on voit qu'il y a des débrouillards. Ils vont trouver plein de ruses, comme envoyer le matin leur troupeau dans un parc, juste en tirant un coup de fusil en l'air, en disant les animaux vont aller pâturer. Et puis il y a de la violence, de la résistance. Ils déboisent, non pas pour exploiter le bois, juste pour dire vous voulez nous expulser pour cette forêt, eh bien on va la détruire. Ouais. Ça leur Ils arrive mettent même le de... feu. Il y en a un qui dit ça sent le feu. Voilà, Et, ça sent le et feu. quelques mois après, il y a des gigantesques Le parc incendies. brûle. En Ouais. fait, par ce genre de geste, la seule chose qu'il rappelle aux dirigeants, aux écologues, aux anciens colons, c'est que derrière cette idée d'une nature africaine universelle, eh bien, il y a des vies d'hommes et de femmes qui, eux, vivent de et dans la nature. Ça, c'est cette histoire qui est très intéressante sur les années 50, 70, 80. Aujourd'hui, on en est où? En fait, j'avais déjà travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on a toujours des millions de paysans qui sont criminalisés, appauvris. Mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est de revenir à cette décennie charnière colonie, post-colonie, parce qu'on voit quoi? Si on reprend ces 4 personnages très rapidement, quand en 2020, le numéro 2 de l'UNESCO dit que c'est faux, l'UNESCO ne conseille pas les expulsions. Il dit juste on recommande des politiques. Eh bien, il fait comme le projet spécial africain, aider l'Afrique à s'aider elle-même. Quand la Tanzanie, en 2022, expulse 70 000 Maasai de la réserve du Ngorongoro, qu'est-ce qu'ils font? La même chose qu'en 1960, avec les premières expulsions dans le Ngorongoro, avec l'idée que les paysans vont être contraints d'agir pour leur bien. Donc ça n'avance pas. Eh bien, en fait, c'est vraiment la phrase un peu traditionnelle, mais de dire, c'est Karl Marx, que la tradition des morts pèse de tout son poids sur le cerveau des vivants. Cette façon de voir la nature africaine menacée par les Africains n'a pas changé parce que personne n'a encore remis en cause, chez les experts, pas chez les historiens, personne n'a encore remis en cause l'idée qu'il faudrait peut-être demander leur avis aux populations qui y vivent. Même les chefs d'État africains, de gouvernement africain. Les chefs Là-dessus, ils n'ont pas évolué non plus. Ils partagent vraiment ce sens paternaliste, comme on peut le voir chez nous, d'un État face à des paysans, de dire que les paysans, il faut surtout les aider à voir ce qui est bon pour eux. Et donc, les gouvernants africains et les grands experts internationaux, eh bien, sacrifier quelques paysans au nom d'un impératif plus grand, ça n'a jamais posé problème depuis quelques années, parce que en fait, c'est quelque chose qui est ancré dans la protection de la nature africaine. Il y a des enjeux économiques. Oui, par exemple, la Tanzanie et le Kenya, les parcs nationaux, les visites, c'est presque 20% du PIB. Mhm.
Donc il faut protéger Alors, il faut protéger, mais il y a un enjeu non pas qu'économique, mais aussi culturel. À quoi sert un parc national? Et c'est ça depuis les années 60, cette peur de la destruction. Eh bien, si on protège ici, on peut continuer à détruire Autour. partout. La seule chose, c'est que ceux qui subissent cela, eh bien, eux, par contre, vivent d'une agriculture de subsistance. Ils ne détruisent pas, mais ils payent le prix de notre vie à nous, de la destruction alentour, mais si c'est protégé ici, on peut continuer à détruire là-bas. Dernière question, est-ce que ce discours, quand même, il est entendu au niveau des institutions internationales? Oui, il y a même une nouvelle politique depuis les années 90, la conservation communautaire, pour répondre à ce genre d'injustice. Mais cette conservation communautaire ne répond toujours pas à la première question. Demandez-vous aux habitants s'ils veulent partir d'un parc. Non, puisqu'ils connaissent très bien la réponse, ça sera toujours non. Donc ils en sont toujours pas là. Parce qu'il y a toujours cette idée qu'en Afrique, la nature doit être vide d'habitants. Merci beaucoup Guillaume Blanc Merci. pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.